Madame, monsieur, bonsoir. C'est une journaliste, sociologue, militante des droits de la femme qui n'a pas sa langue dans la poche. Elle dit tout au risque de gêner, importuner et provoquer. Son dernier livre, Sexualité et célibat, pratiques et verbalisation, est un pavé dans la mare, fruit d'une étude sociologique qui a porté sur la sexualité au Maroc. Elle nous en parle ce soir dans ce nouveau numéro d'En Aparté, ainsi que d'autres thématiques qui la concernent de très près. Salah Laji, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Une étude sur la sexualité au Maroc, en rapport avec votre livre, Sexualité, célibat, pratiques et verbalisation. Quel besoin avons-nous ici, dans ce Maroc d'aujourd'hui, qui est conservateur, et il faut le dire, de lancer une telle étude sur la sexualité ? D'abord, moi, je m'arrêterai sur le Maroc qui est conservateur. C'est pas vraiment sûr. Il est conservateur dans les discours, dans ce qu'on en dit, mais dans la réalité des pratiques dans la société, on est en phase où on est en train de vivre une véritable transition, pas uniquement en matière de sexualité, mais sur beaucoup d'autres pratiques, d'autres croyances du quotidien. Maintenant, quel est le besoin ? À mon sens, faire une étude sur la sexualité au Maroc n'est pas plus ni moins important qu'une étude sociologique sur la violence, sur le chômage, sur les enfants de la rue, etc. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a une transition dans la société qui concerne un certain nombre d'éléments démographiques, économiques, sociologiques, politiques, et qui concerne également les relations entre les hommes et les femmes. Et il y a plein d'exemples qui illustrent cette transition. Et il est donc important d'essayer de comprendre, d'essayer d'apporter des réponses aux interrogations qu'on se pose tous, aux petites observations individuelles qu'on peut faire sur la question, pour cerner ou, comme je le disais, essayer d'apporter, même pas des réponses, des débuts de réponses à une société qui est en perpétuel mouvement. Dans votre livre, vous avez mis la lumière sur beaucoup de contradictions, en fait, qui, quelque part, caractérisent en fait notre société, par exemple. Beaucoup. En fait, je n'appellerais pas ça des contradictions. Ce qui se passe, c'est que quand on est en transition et sur les aspects profondément liés à l'identité, la culture, la religion, etc., la transgression n'est pas toujours conscientisée par les individus qui ont recours à cette transgression, et elle n'est pas toujours assumée ou revendiquée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des pratiques, mais on dit autre chose quand on doit parler de la même question, particulièrement en ce qui concerne la sexualité. Ce qui veut dire que finalement, ce qu'on demande aux individus aujourd'hui au Maroc, ce n'est pas de ne pas avoir une sexualité, en particulier pour les femmes, mais c'est de ne pas montrer que cette sexualité existe. Et donc, on va avoir des discours qui sont, allez, je ne vais pas dire en contradiction, mais qui sont parfois en décalage, pas parce que ces individus ont besoin ou envie de mentir, mais parce que, comme je le disais, la transgression n'est pas toujours assumée et parfois elle n'est pas conscientisée. C'est-à-dire que la personne, elle est en transgression par rapport à ce qu'elle dit elle-même, par rapport à ce qu'elle pense croire, mais elle n'est pas consciente de cette transgression. Avons-nous une relation conflictuelle avec le corps de la femme surtout? Et est-ce que vous en parlez dans votre livre? Alors, je n'ai pas parlé que du corps de la femme, parce qu'il était important pour moi. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur le rapport au corps de l'homme aussi, parce qu'on en parle très peu dans les études sociologiques sur les questions de sexualité au Maroc. Le corps de la femme, mais beaucoup aussi d'autres aspects comme l'éducation sexuelle, comme la question du lieu de rencontre. Quand on sait qu'au Maroc, par exemple, sur les 18-24 ans, 0,1% habitent seuls, 0,3% habitent avec des amis. La question du rôle de la mère, parce qu'on parle toujours du patriarcat, mais il y a tout un rôle de la mère aussi dans la transmission des valeurs traditionnelles, etc. Maintenant, est-ce qu'on a un rapport conflictuel? C'est clair. Et l'actualité qu'on vit au Maroc depuis plusieurs années, depuis les 10-15 dernières années, nous donne à chaque fois et presque chaque jour plusieurs preuves de ce conflit qu'on a avec le corps, et d'ailleurs notamment par exemple sur la question de la sexualité, l'argument qui sort toujours quand on en parle, et là on est en plein débat sur ça au Maroc, c'est que c'est haram. A priori ce serait haram pour les hommes et pour les femmes. Sauf que dans les faits... J'allais poser la question, en fait, la religion dans tout ça. Je termine l'idée et après je reviendrai à la religion. Si on veut dire que c'est haram pour les deux, pour les hommes et pour les femmes. Sauf que
dans la réalité des faits, c'est que dans la société, on encourage les hommes à être virils, à prouver leur virilité, à commencer leur sexualité le plus jeune possible, à avoir un maximum de relations sexuelles avant le mariage, hors mariage. Et ce sont les femmes qui cautionnent ça. Souvent, les hommes et les femmes aussi. C'est-à-dire les femmes, souvent, ils ne sont pas contre ça parce que c'est une preuve de virilité. L'expertise et l'expérience sexuelle est un enjeu de domination, est un enjeu de virilité. Et quand je dis les femmes, c'est les mamans, mais aussi les conjointes. C'est-à-dire quand j'ai interrogé des femmes, elles me disaient ne surtout pas vouloir se marier avec un homme qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Et en fait, voilà, il y a un rapport genré énorme dans la question du rapport à la sexualité, entre le rapport à la norme en matière de sexualité entre les hommes et les femmes. Votre livre Sexualité et célibat, c'est une étude en fait qui présente la société marocaine comme une, je dirais pas grande ou petite, mais comme consommatrice en fait du sexe, mais elle l'assume pas. Pourquoi, à votre avis? Grande consommatrice, elle n'est pas plus consommatrice que les autres sociétés. Je ne dis pas grande, hein, voilà. Je dis en tout cas consommatrice. Voilà, c'est comme les autres sociétés, c'est-à-dire que ce n'est pas une particularité marocaine, mais voilà, la sexualité fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Et il faudra peut-être lever un autre bémol, c'est que souvent on nous dit que aujourd'hui il y a plus de débauches. En fait, il n'y a pas plus de débauches aujourd'hui que dans le passé. C'est juste on en parlait tout à l'heure, il y a des évolutions dans la société, dans les évolutions démographiques, et l'âge du premier mariage, l'âge moyen du premier mariage au Maroc a nettement évolué depuis les années 60. Et donc forcément, dans les années 60, les femmes se mariaient à 17 ans et demi. C'était la moyenne, bien évidemment. Certains se mariaient un peu plus tôt, un peu plus tard. Les hommes se mariaient à 21 ans. Aujourd'hui, 27 ans pour les femmes et presque 32 ans pour les hommes. Et donc, l'intervalle d'âge entre le moment où le corps commence à exprimer le désir sexuel et le moment où on entre dans une sexualité légitime, reconnue par la loi, par la société, par les parents, etc., est relativement long. Et donc, forcément, il y a une sexualité qui est là. Maintenant, voilà, tout le monde n'est pas prêt à accepter le fait qu'elle soit là. Et donc, on la vit en cachette, où on demande aux différents individus, d'ailleurs dans le débat actuel sur les libertés sexuelles, ce qu'on vous dit, c'est faites ce que vous voulez chez vous. Et donc voilà, on ne vous dit pas de vous conformer aux normes, mais de répondre à un certain standard d'apparence sociale. Voilà, et vous dites dans votre livre que c'est la femme, généralement, qui est mise sur le banc des accusés. Souvent, et je vais prendre un exemple très clair, c'est la question des mères célibataires. Si on a une femme qui est enceinte, c'est forcément qu'elle a eu une relation sexuelle avec un homme. C'est une relation hétérosexuelle qui a donné lieu à une grossesse. Sauf qu'aujourd'hui, dans les esprits, mais aussi dans les textes de loi, on va pénaliser les femmes qui tombent enceintes. Mais personne ne parle, d'ailleurs, même dans le vocabulaire, on ne parle pas de père célibataire. On responsabilise la femme qui est tombée enceinte. Elle a des difficultés économiques, sociales, juridiques par la suite. Et on responsabilise aussi l'enfant qui est le fruit de cette relation illégitime et qui, à la limite, n'a pas choisi. Si beaucoup de Marocains sont nés de parents mariés, c'était pas un choix, c'est pas une réalisation en soi. Et quand un enfant naît de relations hors mariage, on va lui faire payer à lui aussi le prix. Mais surtout, avant les enfants, donc il y a les femmes qui payent le prix. Elles ne peuvent pas avorter, sinon dans des conditions pas toujours bonnes sur le plan médical, hygiène, etc. C'est interdit par la loi, donc il y a le risque de prison, etc. Si elles veulent garder l'enfant ou si elles n'ont pas le choix et qu'elles gardent l'enfant, elles sont pénalisées en tant que mère célibataire sur un certain nombre d'aspects. Sauf que si elle est tombée enceinte, c'est forcément qu'il y a un papa dont on ne parle pas, ou en tout cas très très peu. Se pencher sur le sexe pour lancer une étude. Certains y voient déjà, ils verront peut-être pour ceux qui ne savent pas encore que votre livre existe dans les librairies, une sorte de provocation. Est-ce que c'est votre objectif de vraiment de secouer en fait la Si on peut faire de la provocation positive et secouer, en fait c'était ma thèse de doctorat. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que journaliste, souvent quand j'écrivais des chroniques d'opinion sur la question de sexualité, on me disait « tu fantasmes sur une réalité sociale qui n'existe pas ». Parce qu'on a l'impression que vous faites une fixation sur ce sujet. En fait, c'est bien que vous me posiez cette question, Saïd, je vais y répondre. C'est normal pour quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat sur la sexualité, qui a travaillé pendant 6 ans sur la question. Même en tant que journaliste aussi. Hein. Vos écrits, vraiment, ils sont assez liés en fait à tout des... J'allais répondre à ça. Allez-y. C'est normal pour quelqu'un qui a travaillé pendant 6 ans sur une question, à chaque fois que j'étais interpellée par une question, je pouvais en faire une chronique d'opinion. Maintenant, un jour, il y a 1 an et demi environ, je me suis amusée à recenser tous mes articles
qui se comptent aujourd'hui par centaines. Parce que souvent on me dit, vous ne parlez que de religion, vous ne parlez que de sexualité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans une case tous mes articles où je parle de liberté sexuelle, avortement, etc. et tous les articles où je parle de liberté de conscience, rapport à la religion, laïcité, etc. Et les deux catégories ont représenté 33% de mes articles. Ça veut dire que 67% de mes articles sont consacrés à d'autres thématiques de citoyenneté, de droits humains, d'égalité, de parité. Mais comme les deux sujets de la première catégorie secouent, dérangent, c'est ce qu'on va retenir. En fait, c'est l'autre qui fait une fixation sur le sexe, pas vous. Probablement, mais en tout cas, moi, et puis je dirais même, quand bien même, je ne fais que des articles sur la question de la sexualité. Un journaliste a le droit de choisir les thématiques qu'il souhaite traiter. Après, le lecteur, il a le droit de ne pas lire, c'est son droit. Il a le droit de lire, de ne pas apprécier le tout ou de ne pas apprécier une partie. Il a le droit de critiquer, mais personne n'a le droit de me dicter ce que je dois écrire et comment je dois l'écrire. Parce que voilà, chacun a un champ de domaine. Il y a des domaines que je ne maîtrise pas et puis c'est un domaine qui me passionne. Sur lequel j'ai fait des recherches pendant plus de 6 ans, parce qu'avant la thèse, j'ai fait aussi un master, mais là, le mémoire a été consacré uniquement à la sexualité féminine. C'est un sujet que j'ai choisi, et puis je ne vois pas pourquoi, par exemple, quelqu'un qui travaille sur le chômage, on ne va pas lui dire que vous écrivez que des articles sur le chômage. Parce que ce n'est pas un sujet qui va le perturber les lecteurs. Je vais aussi puiser, en fait, dans les critiques de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et voilà, en se penchant sur le sexe, forcément on produit un lexique, un discours qui est un peu violent. Parce que nous, en tant que Marocains, quand on commence en fait à quelque part fuiner, chercher, creuser en fait dans des sujets comme ça, on finit par utiliser des termes et ces termes-là, ils sont perçus comme une sorte de violence verbale. Vous pouvez me donner un exemple ? Quand on parle vraiment de la relation sexuelle entre un homme et une femme, déjà pour certains, pas pour moi, pour certains, c'est une sorte de violence verbale. C'est quelque chose qui les gêne. Et cette gêne, elle est difficilement vivable pour eux. Et du coup, la réaction, elle est souvent, on va dire peut-être violente aussi. Peut-être violente. De l'autre côté, il y a de la violence. En fait, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, c'est une perception. Parce que moi, je traite de nombreux sujets, mais on va s'arrêter sur la question de la sexualité. Ça fait partie des combats que je mène depuis plusieurs années pour les libertés individuelles et pour que chaque individu majeur assume ses responsabilités sur le plan des choix sexuels, mais aussi idéologiques, de croyances, etc. Comme je le disais, celui qui reçoit ça peut être dérangé par une position. Maintenant, quand cette personne, parce qu'elle est dérangée, va dans l'insulte et dans l'attaque personnelle, c'est ce que j'appelle de la violence. Mais que je traite un sujet qui dérange, finalement, si quelqu'un perçoit ça comme de la violence, ça reste sa propre perception. Parce que dans le langage que j'utilise, que ce soit dans mes chroniques ou dans le livre ou dans les quelques conférences et les émissions auxquelles j'ai participé, il n'y a pas de violence. En fait, la violence, elle est dans la perception par rapport à un sujet qui dérange. Et puis après, vous me donnez la perche pour penser à autre chose. Souvent, les gens sont violents avant de lire ou de regarder un contenu, parce qu'ils partent d'un préjugé qu'ils ont par rapport à vous. Et c'est une expérience que je vis depuis 1 an et demi. En juillet 2018, avec Hicham Rozak, on a lancé Marayana, qui est un site de débat de société. Et ce qui se passe, c'est que régulièrement, parce que c'est mon projet, donc sur mes propres comptes sur les réseaux sociaux, je partage tous les articles qu'on publie sur Marayana et pas uniquement mes articles. Et le nombre de fois où je reçois des attaques et des insultes personnelles pour des articles que je n'ai pas écrits. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un préjugé par rapport à moi, par rapport à mes positions. Vous êtes catégorisé quelque part. Voilà, et un article d'une autre personne, d'un auteur du Maroc, parce qu'on a des contributeurs de la Tunisie, de la Jordanie, de la Syrie, etc. Et très souvent, il y a la photo de l'auteur. C'est-à-dire que la personne n'a même pas pris la peine de cliquer sur un lien, de lire. À partir du moment où on considère que c'est un tel qui a écrit l'article, c'est telle ou telle personne, on va être violent alors qu'on n'a même pas lu le contenu. Alors votre livre Sexualité et célibat, quelque part, c'est un autre édifice dans tout le combat que vous menez pour pouvoir un petit peu aider les femmes et lutter pour les droits des femmes. Quel impact avez-vous sur la société, vous, en tant que journaliste, sociologue, avec votre discours de femme moderniste ? Est-ce que vous arrivez à changer les choses ? Quel impact j'ai ? Il sera presque impossible pour moi de mesurer. Maintenant, on parle de la violence dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des moments magnifiques où je peux être dans un supermarché, dans un café, en train de marcher sur la rue,
et des jeunes femmes ou des jeunes hommes parfois viennent vers moi en me disant merci d'exprimer ce qu'on pense et on n'a pas toujours la possibilité ou la capacité de l'exprimer. C'est pas représentatif de tous les Marocains. Hein. Si vous avez tout comme ceux qui insultent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça m'arrive par exemple de faire un passage dans une émission et je me fais lyncher sur les réseaux sociaux et le lendemain je suis dans un petit snack quelque part à Casa ou à Rabat et il y a le serveur qui me dit je ne suis pas toujours d'accord avec vous mais j'apprécie votre courage. Pourquoi on va considérer que celui qui insulte est représentatif et celui qui dit vous parlez pour nous n'est pas représentatif? En fait aujourd'hui on n'a aucune statistique sur cet impact, mais le fait est que aujourd'hui, quand je présente mon livre, j'ai fait des dizaines de présentations aujourd'hui, j'ai des parents qui viennent vers moi pour me dire je voudrais offrir votre livre à mon enfant, à ma fille ou à mon garçon, des hommes et des femmes, des papas et des mamans. Ça va être la manière avec laquelle on abordera la question de la sexualité avec nos enfants. Moi, si c'est juste un couple de parents qui me dit ça, et c'était pas qu'un couple, ça m'est arrivé plusieurs fois, je me dis c'est magnifique si je peux ouvrir le canal de communication entre des parents. Si j'ai des femmes, des hommes qui me disent bravo, vous nous encouragez à continuer soit notre combat au quotidien, soit notre rapport avec l'autre, dans le couple, dans la rue, etc. Je veux dire, c'est magnifique. Après, ce sont les réseaux sociaux qui ne sont pas représentatifs parce que c'est facile pour quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme d'attaquer, d'être violent. Mais c'est la mesure de la rue. Vous savez, je suis journaliste et on est dans un pays où les gens ne lisent pas beaucoup. Que les gens vous reconnaissent dans la rue sans grosse tête. Ça veut dire que vous avez quand même un impact. Si vous en tirez de la fierté, ça se voit. Forcément, oui. Écoutez, ce n'est pas de l'ego démesuré. Je ne pense pas, à titre individuel, transformer la société. Mais si je peux apporter un tout petit appui à un individu, à un parent, à une adolescente, à un jeune homme, je me dis que c'est magnifique voilà, parce que finalement, c'est des petites gouttes d'eau qui permettent... Et pourquoi j'insiste sur ça? Juste pour passer un sujet. Rapidement, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que justement, on parle beaucoup des campagnes de lynchage ou de violence sur les réseaux sociaux. Et pour dire qu'il n'y a pas que ça. Ça existe et ça existera toujours. Pas que contre moi, mais contre beaucoup d'acteurs de la société civile et du monde intellectuel. Mais de l'autre côté le revers de la médaille, ou le côté positif aussi, c'est qu'il y a des gens qui apprécient et qui sont encouragés par ce que je fais et par ce que d'autres font. Vous parlez d'appui, un appui à la société. Croyez-vous que votre livre « Sexualité et célibat » pourrait avoir un impact ou plutôt un rôle à jouer dans ce débat maintenant actuel sur les libertés individuelles? Forcément. Après, mon livre n'est pas le premier. Alors, d'abord, je précise, c'est pas le seul livre sur la question de la sexualité au Maroc. Il y a eu d'autres travaux, d'autres chercheurs au Maroc. Ici, on est en aparté, c'est vous qu'on reçoit aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour dire que c'est pas un cas unique. Non, mais c'est clair. Maintenant, effectivement, le fait qu'il ait eu un aussi bel impact dans quasiment toutes les présentations que j'ai faites, il y a eu beaucoup de monde, souvent des salles archi-combles ou même avec des gens à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de place. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent que c'est un sujet de luxe intellectuel, que les Marocains ne s'intéressent pas à ça ou que c'est un sujet tabou. Quand je fais une présentation à Rabat et que la salle est tellement pleine qu'on est obligé d'ouvrir une deuxième salle avec projection, au-delà de moi en tant que personne et au-delà de mon livre, ça veut dire que le Marocain et la Marocaine aujourd'hui ont envie de discuter de ça, se posent des questions, cherchent des réponses et veulent débattre de la question. Et ça, en soi, indépendamment de ma personne et de mon travail, c'est magnifique pour le débat sur la sexualité, sur les libertés individuelles au Maroc. La grâce royale accordée à Hajar Raissouni est-elle une sorte de feu vert pour qu'il y ait un débat constructif sur cette thématique qui est les libertés individuelles? C'est juste un appui magnifique pour le débat sur les libertés individuelles aujourd'hui. Et je trouve que l'affaire Hajar Raissouni, à titre individuel, c'est dramatique que ces personnes, que Hajar, son fiancé, le corps médical, aient vécu cette expérience sur le plan personnel. Donc c'est super bien qu'ils soient... C'est peut-être un mal pour un bien. Exactement. Si leur malheur individuel, et Hajar l'a dit elle-même, permet d'accentuer le débat sur les libertés individuelles, c'est magnifique. Et je pense que la grâce royale est un point très fort dans ce débat sur les libertés individuelles. Alors, je vais plutôt vous demander votre avis sur la déclaration d'Ahmed Raissouni, le alim,
Et je vais lire pour pouvoir un petit peu juste rester fidèle en fait à ses propos que j'ai essayé en fait de traduire. Il dit de ces femmes qui sont sorties pour revendiquer une sexualité hors mariage, qu'elles sont perverties et qu'elles n'auront aucun droit et accès au sexe à cause de leur laideur. Comment percevez-vous ces déclarations? Comment peut-on les approcher? Alors, 2 points. Le premier point, c'est hautement misogyne, violent, agressif. Et puis le deuxième point, moi je me demande comment un alm, qui se dit défenseur de l'islam, se moque d'un physique qui est la créature de Dieu. En arabe, on a une expression qui dit « Ataskharu min al-khalqi am min al-khaliq » En se moquant du physique de ces femmes dont je fais partie. On se moque du créateur. On se moque du créateur qui a créé ces femmes, qui m'a créé comme je suis, qui a créé ces femmes comme elles sont. Et puis la misogynie, parce qu'il oublie que dans les défenseurs des libertés individuelles, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Mais je pense que pour Rissoni, des hommes qui ont des relations sexuelles, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce genre de déclaration, est-ce qu'ils ont le droit de citer dans un Maroc de 2019? Parce qu'en suivant quand même les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont fait écho tout en étant d'accord avec lui, sur Facebook par exemple. Vous savez, moi de manière générale... Il n'y a pas que lui, moi en fait, ma question, il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes ils sont nombreuses, ces personnes-là, qui pensent comme lui. Vous savez, moi ce que je trouve magnifique dans ce débat, il y a une grande masse de haine, de violence, de rage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat sur les libertés individuelles n'est plus un petit débat d'intellectuels enfermés qui se retrouvent entre eux et qui se font plaisir. Aujourd'hui, le thème est dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les cafés. Donc forcément, il y a des gens que ça dérange. Vous me le disiez tout à l'heure par rapport à mon livre, par rapport à mes articles, etc. La pétition, le manifesto des 490, d'autres actions dérangent une certaine frange de la société. Et au lieu de débattre avec des arguments, elles vont s'exprimer avec une certaine forme de violence qui parfois est très 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 agressive. Rissoni en a médiatisé ça parce qu'effectivement il est connu et qu'il est ce qu'il est sur l'échiquier politique, idéologique, etc. Il y a beaucoup qui pensent comme lui, mais aujourd'hui on est en train de débattre partout des libertés individuelles et ça en soi c'est un magnifique pas en avant. Peut-on vraiment avancer dans ce pays avec un article comme celui du Code pénal 490, avec une législation qui vraiment met beaucoup d'obstacles en fait en face et devant la liberté des personnes au Maroc? L'article 490, mais aussi les autres articles du Code pénal qui pénalisent les libertés, la liberté de conscience, les relations homosexuelles, etc., doivent être supprimés du Code pénal, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et d'ailleurs je me rappelle que vous aviez posé tout à l'heure une question sur la religion et je n'ai pas répondu, on ne peut pas continuer à vouloir gérer la vie privée et ce qui se passe dans les chambres à coucher des personnes adultes au Maroc. Maintenant, il faudra... faire la séparation entre, par exemple, homosexualité et pédophilie. Non à la pédophilie. Il faudra faire la séparation entre liberté sexuelle et... Parce que certaines personnes pensent que liberté sexuelle, ça veut dire qu'il y aura des rapports sexuels dans la rue. Non, des personnes adultes, majeures, qui ont des relations... Ce qu'ils appellent ibahia. Ibahia, exactement. Et ça... En dehors des courants officiellement idéologiques, il y a beaucoup de Marocains qui sont influencés par ces discours. Et en fait, concrètement, c'est pas parce que demain l'article 490 sera supprimé et que les relations sexuelles ne seront plus pénalisées que les Marocains seront obligés d'avoir des relations sexuelles. Celui ou celle qui considère que pour leur choix individuel, ils veulent vivre en abstinence jusqu'au mariage, ce sera toujours leur choix souverain. Mais les personnes adultes, consentantes, qui souhaitent avoir d'autres formes de vie ou de croyances doivent aussi être libres d'avoir le droit de pratiquer leur foi et de ne pas être obligés de se cacher, de trouver des solutions de bricolage, etc. C'est juste arrêter d'infantiliser le citoyen et la citoyenne marocaine, considérer que ce sont des personnes adultes et à partir du moment où il n'y a pas atteinte aux droits d'autrui, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite lui boire de l'alcool, il est libre.
Mais maintenant, il n'a pas le droit de conduire en état d'ivresse parce qu'il y a une atteinte aux droits d'autrui. Les libertés sexuelles, oui, mais pas de violence sexuelle, pas de harcèlement, pas d'agression, pas de viol conjugal, pas de traite de personnes et d'utilisation ou de gestion de réseaux de proxénètes, de commerce de sexe. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'atteinte aux droits des enfants, et que c'est des choix de personnes majeures, adultes, l'État n'a pas à gérer ça. Voilà. Et pour parler de la religion du halal et du haram, le rôle de l'État n'est pas de nous faire entrer au paradis ou de nous sortir, de nous sauver de l'enfer. Le rôle de l'État, c'est de gérer nos obligations et nos droits. J'en viens à ma dernière question sur le voile. En fait, il y a un débat persistant en France maintenant. Est-ce que pour vous, le voile est une sorte d'aliénation de la femme? Honnêtement, oui. Parce qu'aujourd'hui, certains me disent... Oui, mais j'explique. Si vous me donnez quelques minutes, enfin, une minute pour expliquer. Quelques secondes. 50 secondes. 50 secondes, s'il vous plaît. Quand on a pendant des années et des années implicitement expliqué aux hommes et aux femmes qu'une femme voilée est une femme bien, une femme non voilée est une femme sans mœurs ou aux mœurs légères, forcément, même quand on dit liberté individuelle de porter le voile, la question du libre choix se pose parce qu'il y a des années et des années de conditionnement idéologique. Maintenant, pour finir, quand bien même on considérait que c'est une liberté individuelle, on peut considérer que c'est un choix. Dans ce cas, la mini-jupe et le short et le bikini doivent aussi être un choix individuel. On ne peut pas dire que le voile est une liberté individuelle et une femme qui porte une mini-jupe ou un bikini est une femme qui mérite qu'on la harcèle dans la rue ou qu'on la viole. Voilà, Sanaa El Hadji, merci. Merci Saïd. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.